sujet, juifs en pays arabes, et vous avez indiqué les dates, elles sont très importantes. 1850-1975, milieu du 19e siècle, 1975, parce qu'après la guerre de Kippour, on peut estimer qu'il n'y a quasiment plus personne dans le monde arabe, à part quelques milliers de personnes ici ou là, pour des communautés qui représentaient environ 1 million d'âmes en 1939. Alors, 2 mots sur le point de départ de cette recherche, qui a été longue, c'est un livre long, aussi long que l'histoire du sionisme, qui m'a pris à peu près autant de temps, 5 ans environ, comme pour l'histoire du sionisme. Le point de départ de cette recherche, qui est très simple, c'est la disparition rapide d'un monde, le monde juif en terre arabe, en 20 ans, en 25 ans, 30 ans, disons une génération, une civilisation bimillénaire a disparu, une civilisation très ancienne, antérieure même à l'islam, souvent antérieure même à la conquête arabe. On sait qu'il y avait des communautés juives au Maroc, en Algérie, en Afrique du Nord, avant, à l'époque romaine, avant la conquête musulmane. Et puis, face à cette disparition rapide qui n'a pas été du tout marquée par un génocide, il n'y a pas de génocide ici, qui n'a même pas été marquée par une expulsion caractérisée, sauf dans le cas de l'Égypte, qui est un cas très atypique, l'Égypte, on est frappé par le silence de la mémoire collective. La plupart des gens ignorent ce qui s'est passé, et globalement, ils pensent pour la plupart que les Juifs sont partis à cause de la création d'État d'Israël en 1948, que les relations se sont énormément dégradées, que les Juifs ont été plus ou moins obligés de partir. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est qu'en France, qui quand même a la plus grande communauté juive d'Europe, dont une bonne partie est d'origine d'Afrique du Nord, donc séfarade pour beaucoup, ce qui est frappant, c'est le silence des historiens. Il n'y a pas beaucoup d'historiens sur le sujet en langue française, il y en a beaucoup en Israël, en hébreu, donc il y en a beaucoup aux États-Unis, beaucoup en langue anglaise. Le gros des études aujourd'hui est en langue hébraïque ou en langue anglaise. Il y a très peu de choses en langue française. Et c'est quand même assez étonnant pour un pays, je le disais, donc il y a une telle communauté aussi importante. Avec en plus des mythes, alors extrêmement nombreux, et c'est ça tout le travail très difficile de l'historien aujourd'hui, c'était vrai déjà pour l'histoire du sionisme, et même pour l'histoire de la Shoah, contrairement à ce qu'on pense, c'est une histoire qui est encombrée de mythologie, encombrée d'idées fausses. L'historien doit ramer à contre-courant pour essayer de faire entendre sa voix dans un tumulte qui est un tumulte profondément émotionnel, profondément irrationnel sur le fond, où on a du mal à entendre vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je veux dire en 2 mots? Je vais donner 2 ou 3 exemples. Je veux dire que quand en France, début 2000, il y a eu cette flambée antisémite que tout le monde connaît. Flambée antisémite qui était d'une très grande violence, la première aussi violente depuis 1944. Bon. En gros, les médias nous expliquaient que c'était à cause de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Bon. Il se trouve que moi, je n'étais pas spécialiste du sujet, je veux dire des juifs en monde arabe, pas du tout même, et je savais quelques bribes de connaissances, comme tout le monde. J'imagine, et je me disais, c'est quand même un peu court comme explication, c'est quand même un peu simpliste. Tout simplement parce que j'avais quelques éléments qui me disaient que dans la culture arabe traditionnelle du 19e et 20e siècle, entre autres du Maghreb, parce que le gros de la communauté arabe en France est maghrébine, elle n'est pas égyptienne ou irakienne, donc parlons des Maghrébins, il y avait des éléments d'antijudaïsme et de mépris à l'égard des Juifs. Je n'ai pas dit de haine, vous avez remarqué. J'ai dit d'antijudaïsme et pas d'antisémitisme non plus, parce que on joue beaucoup sur les mots là-dessus. Disons antijudaïsme et de mépris, qui était inhérent à cette culture arabo-musulmane populaire, qui faisait que le terme Yehudi, juif, était un terme insultant, qui faisait que l'Aniel Siboni le raconte, Aldo Naouri le raconte dans un témoignage, Siboni le raconte dans un autre témoignage sur Marrakech, Albert Memmi le raconte aussi. Donc de différentes sources, tout le monde raconte la même chose, que quand un arabe dans la conversation courante venait à parler d'un juif, Yahoudi, il a prononcé le mot Khashak immédiatement après. C'est-à-dire qu'il devait d'une certaine façon se purifier d'avoir prononcé cette insanité. Bon. Ça, c'était plus ou moins su, si vous voulez. J'avais d'autres anecdotes, comme par exemple le très beau livre de Robert Linhart, L'établi. Ça n'a rien avec le sujet, mais je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Dans ce très beau livre écrit au début des années 80, je crois, sur l'expérience de Robert Linhart, agrégé de philo, normalien, qui cache sa biographie, qui se porte volontaire chez Citroën comme ouvrier sur la chaîne de montage des 2 chevaux, il raconte son amitié avec un ouvrier marocain, Ali, un certain Ali. Et un jour, il raconte cette anecdote qui fait 15 lignes dans le livre, mais j'ai jamais oublié, j'ai lu ce livre il y a 30 ans, mais j'ai jamais oublié, ça m'avait frappé. Il raconte l'anecdote suivante. Robert fait des erreurs sur le montage des rétroviseurs de 2 chevaux, et Ali, son copain, lui dit « Arrête Robert, là ce que tu fais c'est juif ». Robert se retourne et je me raconte là. Oui, c'est juif. Bref, ils s'expliquent entre eux, et Robert d'ailleurs s'énerve en lui disant « Mais qu'est-ce que tu dis, juif, c'est une religion ?» D'ailleurs, moi-même, je le suis, juif.
Et l'autre lui dit non, c'est pas possible, il n'est pas juif, ça n'est pas essentiel. Il dit surtout, moi dans mon pays, on dit c'est juif quand quelque chose est mal fait. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est intéressant parce que quand j'ai coordonné les territoires publics de la République, que Georges a rappelé à l'instant, je suis tombé avec les 7 enseignants avec lesquels j'ai travaillé sur des témoignages par dizaines qui nous disaient que dans les lycées et les collèges de France, enfin entre autres de la région parisienne, surtout travaillé à Paris, on a un seul exemple marseillais grâce à Jean-Pierre d'ailleurs, qui s'en souvient en 2004 pour la 2e édition. Mais le gros c'était parisien. Et du côté de l'Île-de-France, on avait affaire à des témoignages qui nous disaient que quand un stylo était cassé, une gomme était cachée, elle était feuge. Une gomme feuge, un stylo feuge, c'était des choses qui ne marchaient pas. Bon, bref. Je reviens à mon propos, dans la flambée antisémite en France, ramener tout au conflit israélo-arabe, ça me semblait réducteur. Et puis, deux derniers points. Quand j'ai commencé à me poser la question, à partir de 2002-2003, parce que c'était venu à travers un concours de circonstances lié à la revue d'Histoire, sur pourquoi les Juifs du monde arabe étaient-ils partis en si peu de temps, il se trouve comme ça, le hasard fait qu'à un moment donné, les questions induisent une recherche. Je me suis aperçu qu'à Paris, quand même la capitale du judaïsme français, le gros de la communauté juive vit à Paris, enfin la région parisienne, en matière d'histoire des Juifs du Maghreb, d'histoire des Juifs de l'Orient, du Proche-Orient arabe, Égypte, Irak, Syrie, qui sont des grandes communautés. Je rappelle que l'Irak c'est la 2e, après le Maroc. Le Yémen, grande communauté aussi. Eh bien, au musée du judaïsme à Paris, il n'y a pas grand-chose. Quand vous allez d'ailleurs, il faut en parler au présent, vous allez au musée du judaïsme à Paris, vous regardez l'exposition permanente, sur les Juifs d'Orient, vous avez un Sefer Torah, vous avez les instruments d'un Noël, vous avez une robe de mariée juive du Maroc, enfin vous avez du folklore. Vous avez du folklore, vous avez de la religion. Pour ce qui est de la culture juive du Maghreb, ou de l'Irak, ou du Yémen, ou de la Syrie, ou de l'Égypte, ou de la Libye, rien. Rien, alors que pour l'Irak par exemple, on a affaire à la communauté sans doute la plus éduquée du monde arabe, bien avant celle du Maroc, bien sûr, celle de Tunisie ou beaucoup d'autres. Bon. Eh bien, donc, on a affaire à de l'ethnologie, on a affaire à du folklore, et puis, dernier point, qui était aussi frappant dans d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'on interrogeait les témoins de cette histoire, et les témoins sont nombreux, qui ont quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie en France, c'est pas ce qui manque, les témoins, et bien ce qui était frappant, c'est la contradiction des récits. Pour les uns, c'était l'âge d'or, on vivait très bien avec les Arabes, je cite entre guillemets. On vivait très bien avec les musulmans, avec les Arabes, comme ils disent. On n'y avait pas de problème. Alors quand on leur pose la question pourquoi êtes-vous partis, souvent ils restent assez interdits, ils hésitent dans les réponses. Il y a des réponses, mais elles sont souvent un peu hésitantes. Pour d'autres, en revanche, c'était l'enfer. C'était la peur en permanence. On était frappés tous les jours. Certains faisaient de grands écarts pour aller du Mela à l'école en évitant la Médina arabe, parce qu'ils voulaient éviter de se faire insulter. On avait du mal à s'y repérer dans ces mémoires, apparemment très contradictoires, et plus grave encore, chez le même individu parfois, on avait des témoignages différents, selon le jour où l'on interrogeait. Le dimanche, c'était la convivialité avec le monde arabe, le mercredi, c'était en revanche la méfiance, avec ces fameuses dictons, méfie-toi d'un arabe 3 générations après sa mort, ou 4 générations après sa mort, etc. etc. Là aussi, c'était assez troublant quand même. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi les mémoires étaient très stratifiées sur le plan social, et que, par exemple, dans le judaïsme marocain, plus on montait dans l'échelle sociale, plus vous aviez une mémoire enchantée avec l'environnement arabe. Plus vous descendiez dans le Mela marocain, Marrakech, Fès, etc., plus vous aviez une mémoire dure. C'est la même chose avec la Tunisie d'Albert Memmi, par exemple. Exactement la même chose. Bon. Et mais il y avait aussi d'autres obstacles à la recherche qui sont posés immédiatement, c'est que, et même je dirais un double accueil à la connaissance, qui explique que ce livre qui est sorti il y a presque 2 ans a suscité beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, beaucoup de résistance aussi de la part de certains juifs. Alors je ne parle même pas de la pensée, de la bien-pensance en France. La bien-pensance en France l'a oublié. C'est normal parce que ça allait totalement contre la doxa qui veut que juifs et arabes ont toujours vécu en bonne entente et que le sionisme est venu détruire cette lune de miel. Bon, je laisse de côté ce type de niaiserie, mais je m'intéresse plutôt aux réactions dans les milieux qui veulent vraiment savoir, juifs et non-juifs. Et là, il y a eu vraiment des débats intéressants. Et au fur et à mesure que je réfléchissais à ces débats intéressants, ce livre comporte 14 chapitres, je me dis, un jour il faudrait peut-être écrire un 15e chapitre, ce pourquoi une histoire est toujours difficile à entendre. Cette histoire, comme d'autres histoires, elle est difficile à entendre et la grande passion
de l'intellect humain, ça va vous sembler paradoxal ce que je vais dire là, c'est de ne pas comprendre, de ne pas voir et de ne pas savoir. On a, comme disait Jacques Lacan, il y a une véritable, l'ignorance est une véritable passion de l'être. On a souvent envie de ne pas savoir. Alors qu'est-ce qui bloquait ici dans cette histoire pour qu'on ne veuille pas voir, comme le disait Peggy, ce que l'on voit? Peggy disait, l'important c'est que chaque individu non seulement dise ce qu'il voit, mais voit ce qu'il voit. Or moi j'avais affaire en grande partie souvent à des juifs et à des non-juifs qui, malgré la somme d'archives ici étalée, ne voulaient pas voir ce qu'on leur mettait sous les yeux. Donc il y avait un problème. À ce problème, qui est un problème très vaste que je ne vais pas traiter aujourd'hui, parce qu'en 1 heure, 1h10, on ne peut pas parler de tout, et du livre et des problèmes de méthode, c'est deux exposés différents. Mais il y a quand même, je voudrais dire, sur le problème de méthode, une chose importante. Je crois qu'il y a un double écueil à la connaissance sur cette histoire précisément, parce que, d'une part, la tolérance dans l'Espagne musulmane du XIIe, XIIIe, XIVe siècle était une réalité. Cette tolérance, elle s'est terminée, je ne dis pas l'âge d'or, hein, j'évite ce type de terme, mais une certaine tolérance qui fait que la culture juive s'est épanouie dans cette Espagne-là. Cette Espagne-là, elle a pris fin avec 1492 et l'expulsion que l'on connaît, qui a été le grand traumatisme de l'histoire juive à Auschwitz. On l'a complètement oublié, parce que ça aussi c'est un problème de méthode d'histoire juive. La Shoah a écrasé toute l'histoire juive sur son passage. On ne connaît plus l'histoire juive, on ne connaît qu'Auschwitz. Or, l'Espagne, 1492, ça a été, après la destruction du temple, le grand traumatisme. Au point que le mot sfarad, Espagne en hébreu, était un mot maudit. Au point que pendant des siècles, les rabbinim ont demandé aux Juifs de ne jamais mettre le pied sur la terre d'Espagne quand la terre était maudite. On l'a oublié, ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là simplement que l'expulsion d'Espagne, le traumatisme, et l'accueil en partie de ces Juifs d'Espagne dans le monde arabo-musulman et surtout dans l'Empire ottoman, ils ont été plutôt bien accueillis, a entretenu une légende, ou en tous les cas entretenu une mémoire, plutôt qu'une légende, une mémoire heureuse du temps de l'Espagne musulmane. Ça, c'est le premier point. Et cette mémoire heureuse, et du fait que de génération en génération, on s'est transmis le souvenir d'un accueil favorable dans l'Empire ottoman. Regardez par exemple la communauté juive de Salonique, qui jusqu'à la domination ottomane, jusqu'en 1912, a globalement bien vécu. C'est quand les Grecs ont repris Salonique en 1912 que l'antisémitisme s'est déchaîné à Salonique, pas avant. Eh bien, cette mémoire heureuse a été entretenue sur la mémoire, répulsive de l'Europe chrétienne, et sur cet accueil qui a été, dans l'ensemble, plutôt réussi. Et inversement, autre écueil à la connaissance, c'est que la dégradation de la condition juive au XXe siècle, l'exclusion ethnique qui s'est produite entre 1945 et 1975, j'ai bien dit l'exclusion ethnique, et on peut même parler de purification ethnique, c'est pas un slogan que je dis là, c'est parfaitement prouvable. On peut le dire preuve à l'appui, oui, il y a eu une épuration ethnique. Eh bien, ces années noires qu'ont vécu les communautés juives après 1945 dans ces pays arabes, ajoutez à cela le conflit israélo-arabe, ajoutez à cela l'antisémitisme délirant dans le monde arabe depuis 1967. Tout le monde connaît les vidéos du Memri, j'imagine. Bon, ça a atteint des seuils inimaginables. Il faut se reporter au Sturmer des nazis dans les années 30 pour voir quelque chose d'aussi délirant sur le meurtre rituel. Donc, pour peu qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde arabe en matière de vidéos, en matière de propagande anti-juive, on est quand même frappé aujourd'hui de la dégradation de la situation. Et du coup, le danger, c'est qu'on télescope ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur tout le passé antérieur. On a l'impression que c'était aussi noir jadis, mais non. Donc voilà le double écueil. L'écueil venu de l'Espagne, de l'expulsion et de l'accueil réussi dans le monde arabo-musulman fait qu'on a du mal à concevoir que ce même monde a vu la condition juive se dégrader au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et inversement, la condition affreuse aujourd'hui qui est faite, l'image affreuse qui est faite aujourd'hui des Juifs dans le monde arabo-musulman nous laisse penser qu'il en a toujours été ainsi, et c'est pas vrai non. Voilà. Alors après cette longue entrée en matière, je dirais que parmi les obstacles à la connaissance, il y a premièrement l'anachronisme. L'anachronisme, c'est le fait de s'étonner que les sociétés arabes du XIXe siècle étaient intolérantes, ou du XVIIe siècle étaient intolérantes, mais c'est banal. Je veux dire que la tolérance est une notion récente, c'est une notion européenne, qui remonte à peine au XVIe siècle avec la fin des guerres de religion. C'est l'édit de Nantes, c'est Michel de l'Hôpital, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire des cultures occidentales. Donc, ne nous étonnons pas d'avoir des sociétés intolérantes, elles le sont toutes à cette époque-là. Bon. La société juive aussi est intolérante d'ailleurs.
Deuxième écueil, je l'ai dit à l'instant, je ne vais donc pas insister, c'est une histoire qui est recouverte par le conflit israélo-arabe, qui fait qu'aujourd'hui, à la question pourquoi sont-ils partis, les gens vous répondront à cause du conflit. C'est pas si simple. Il est évident que le conflit joue un rôle, bien sûr, très important même. Est-ce que le conflit est la cause profonde? Je suis convaincu que non. Et c'est tout l'objet du livre, évidemment. Une preuve à l'appui, ce n'est pas un essai ici historique, c'est un travail d'histoire sur archives. Troisième point, c'est une histoire, cette histoire des Juifs du monde arabe, qui est écrasée par l'histoire des Juifs d'Europe et écrasée par l'histoire de la Shoah. Donc on a souvent le sentiment qu'une histoire noire répond à une autre histoire noire. Non, là aussi, il faut oublier l'histoire des Juifs d'Europe pour s'intéresser à celle-là. Ce sont deux histoires complètement différentes. Il ne faut pas télescoper l'une sur l'autre. Quatrième point aussi à noter, on oublie souvent que sur l'effectif mondial du judaïsme en 1939, 16 millions à peu près, entre 16 et 17 millions de juifs dans le monde, les juifs du monde arabo-musulman sont très peu nombreux, c'est une infime minorité, 1 million 200 000 maximum. Si on compte l'Iran et la Turquie qui ne sont pas arabes mais musulmanes, eh bien ça fait 1 200 000. Et dans le monde arabe lui-même, peut-être 900 000, 950 000, maximum 1 million. Avec en tête le Maroc, 250 280 000, on n'est pas sûr du chiffre, et en second lieu, l'Irak, 130 000, grosse communauté. Bon. Après viennent l'Algérie, la Tunisie, enfin le Maghreb à lui seul, c'est quand même important à noter, c'est un juif du monde arabe sur deux. C'est quand même très important ça. Donc ne pas non plus oublier cette dimension démographique, pour comprendre aussi que dans les histoires juives en général, l'histoire des juifs de l'Orient arabe a joué un rôle mineur. Enfin, je veux dire, elle n'est pas souvent mise en avant. Elle n'est pas mise en avant pour d'autres raisons qui tiennent au regard ashkénaze, bien sûr, je ne suis pas naïf, mais ça tient aussi à la démographie, il ne faut pas l'oublier. Et puis, dernier point, obstacle à la connaissance, quand vous vous interrogez sur les schémas culturels d'une société donnée, à savoir, dans la société arabo-musulmane du milieu du 19e ou de la fin du 19e, comment voit-on les juifs? Vous faites de l'histoire culturelle. Eh bien aujourd'hui, c'est mal vu de faire de l'histoire culturelle parce qu'on vous suspecte de faire de l'essentialisme, c'est-à-dire de réduire les peuples à une essence, autrement dit de faire du racisme. Or, l'histoire culturelle, sans elle, on ne peut pas faire d'histoire du tout. C'est comme si on pouvait dire, affirmer aujourd'hui, qu'on pouvait faire de l'histoire sans anthropologie. Non, toute histoire est anthropologie, c'est-à-dire, et c'est ça l'histoire culturelle, c'est de s'interroger sur la façon dont une société donnée voit une population donnée ou un problème donné à un moment donné, un moment X dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'elle le voit toujours ainsi, ça ne veut pas dire qu'elle verra toujours les juifs de cette façon-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, la perception dominante du groupe juif, ou du groupe chrétien, ou du groupe X ou Y, peu importe, c'était celle-là. Donc ça ne fiche pas un peuple dans une essence qui serait la sienne pour toujours, ça c'est du biologisme, ça c'est de l'essentialisme, ça c'est du racisme, effectivement. Non, ça dit seulement à un moment donné, voilà comment on voyait les juifs. C'est un peu comme si je disais, dans la Pologne de 1930, l'antisémitisme était répandu. Est-ce que ça veut dire que biologiquement et génétiquement, les Polonais sont antisémites ad aeternam? Non. Les Allemands antisémites ad aeternam? Certainement pas. Et la preuve, une des preuves meilleures aujourd'hui, c'est que la meilleure école historique sur le génocide, c'est l'école allemande. Ceux qui font les meilleurs travaux, grâce auxquels on sait de plus en plus de choses, sont les Allemands. Pas les Français, même pas les Israéliens. Les Américains sont bien placés, mais ils sont quand même loin derrière l'école allemande. Il est vrai qu'ils sont bien placés, les Allemands. Enfin, tout de même, on n'est pas dans un pays négationniste qui nie la faute, qui nie la culpabilité, qui nie l'ampleur du crime, loin de là. Donc tout ça pour dire, c'est pas une vision génétique des choses, c'est dire simplement, je dis tout ça parce qu'évidemment la bien-pensance de gauche en France a évidemment très vite accusé d'essentialisme et de racisme anti-arabe. Il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit de dire, dans le monde arabe aujourd'hui, dans le monde arabe de 1850 ou 1900, voilà comment on voyait les juifs. Quand j'ai cité tout à l'heure Mémi, Siboni ou Naouri qui racontent la même anecdote sur Khashoggi, je ne pense pas qu'on puisse suspecter Albert Mémi, par exemple, ou Aldo Naouri de racisme anti-arabe. Ce serait vraiment absurde. Voilà ce que je voulais dire sur la connaissance. Troisième point, j'étais au début, quand j'ai commencé lointainement à m'intéresser, à travailler vraiment sur le sujet, après avoir contacté mon éditeur pour être sûr que ça l'intéressait, c'est l'éditeur du sionisme d'ailleurs, j'ai été confronté à la question des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Chacun, je pense, dans cette salle, vous êtes nombreux à pouvoir raconter quelque chose, par exemple, des pays du Maghreb d'où certains viennent. Et c'était un problème très difficile pour moi de résoudre la question des témoignages. Il m'a fallu choisir, prendre ou non la mémoire orale des gens 50 ans, 60 ans après l'Exode.
j'ai finalement choisi de ne pas l'apprendre, cette mémoire orale, tout simplement parce que la mémoire est un phénomène social, je ne vous apprends rien, c'est une machine à oublier, c'est une machine à reconstruire, et de la même façon que au Mémorial de la Shoah où je travaille, je ne prends pas en compte les témoignages écrits 50 ans après Auschwitz. En revanche, je prends en compte tout ce qui est écrit à chaud et tout ce qui est écrit juste après l'événement, disons 3 mois après, bien sûr, parce que tout ce qui est écrit 50 ans après, par définition, ça va être déformé. Ça va être déformé parce que la mémoire, c'est toujours une mémoire sociale et c'est toujours une mythologie identitaire. La mémoire, ça sert à se reconstruire soi-même, ça sert en oubliant précisément à pouvoir survivre et à pouvoir affronter l'angoisse du présent. On ne peut pas vivre avec des souvenirs traumatisants tous les jours. On est obligé de les mettre de côté. Vous voyez les rescapés de la Shoah, par exemple. Et c'est aussi une reconstruction identitaire collective. Il y a une mythologie individuelle et une mythologie collective pour tout ce qui est affaire de mémoire. Donc, par définition, la mémoire est un produit dangereux pour l'histoire. D'autre part, j'étais évidemment en présence, je l'ai dit tout à l'heure, d'une mémoire qui n'était pas homogène du tout. Je l'ai dit à propos des Juifs du Maroc, on pourrait le dire d'autres Juifs, mais le Maroc c'est quand même plus caractéristique. Plus je montais dans l'échelle sociale, j'avais affaire à la bourgeoisie de Casablanca, j'avais affaire à des mémoires enchantées. Plus je descendais dans le Mela de Fès et de Marrakech, alors encore plus des communautés, des villes plus reculées, et là j'avais affaire à des récits plus nuancés quand même, et parfois même des récits qui parlaient de crainte, de peur, de violence sourde. C'est pas le pogrom, hein, n'exagérons pas, même s'il y a eu de temps en temps des violences. Enfin, un climat de peur générale, et ce climat de peur générale étant souvent, pour beaucoup de témoins, à l'origine du départ. Bon. Donc, en un mot, il fallait tenir compte aussi des dimensions sociales d'ailleurs qui me faisaient penser, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet vers 2004-2005, aux réactions qui étaient les réactions de la bourgeoisie juive de France au moment où on faisait les territoires perdus de la République. Quand on a fait le livre et qu'on l'a sorti en 2002, première édition, 2004, deuxième édition augmentée, eh bien, j'ai eu à faire une levée de bouclier des institutions juives de France, d'ailleurs de la bonne bourgeoisie juive de France, bien installée à Paris, à la FMS, pour ne pas les nommer, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui m'ont demandé de venir pour être auditionnés. Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont demandé si je ne délirais pas dans la description d'antisémitisme. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il en est 12 ans après. C'est un conte de fées ce qu'on écrivait dans les territoires perdus de la République, surtout pour Paris et la région parisienne. Eh bien, j'avais constaté, mais à l'époque, je n'avais pas les armes encore pour le faire, j'ai constaté qu'en fait, j'avais affaire au même phénomène. Plus je montais dans l'échelle sociale, plus j'avais affaire à une bourgeoisie qui vivait dans les quartiers séparés, distincts, à Neuilly, dans le 16e arrondissement, qui n'était pas du tout au contact des juifs de Créteil, de Sarcelles, qui eux se prenaient la violence maghrébine tous les jours. J'avais affaire à des mémoires enchantées, mais je ne comprends pas ce que vous racontez là. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous ne pensez pas que vous dramatisez? Les faits nous ont hélas donné largement raison. Mais j'avais affaire à la même chose, exactement au même phénomène, en ce qui concerne les Juifs du Maghreb. Pour ne parler de cela, mais il y a d'autres exemples dessus. Quatrième point, vous entrez dans ce sujet-là et vous êtes confronté à des mythes. Alors parmi les mythes, vous avez bien sûr l'histoire, l'âge d'or convivial, tout le monde connaît, l'entente judo-arabe de toujours, gâché par la naissance de l'État d'Israël. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est lancé à grand renfort de publicité dans la presse, qui a les honneurs des médias, qui a les honneurs de la télévision, des radios, de Télérama, du Monde, enfin, des organes bien pensants, etc. Et ce livre, c'est l'histoire des relations entre juifs et musulmans chez Albin Michel. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire, ce livre-là. Ce livre-là, qui scandalise un certain nombre d'historiens qui travaillent sur le sujet, dont Paul Fenton, David Littman, hélas, malheureusement pour lui, il n'a pas eu le malheur de voir ce livre avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Bref, les historiens professionnels sur le sujet, autant américains que certains Israéliens, que français comme Paul Fenton, ou tout simplement des témoins comme Shmuel Trigano ou Daniel Sigonier, avec qui j'en ai parlé, ou d'autres, sont scandalisés par ce travail. Et ce travail, c'est vraiment un travail de type négationniste qui est en train de nous dire c'était le bonheur parfait, le sionisme et le nationalisme arabe sont venus gâcher cette bonne entente. Évidemment que le sionisme et le nationalisme arabe ont aggravé la situation, c'est vrai, mais la bonne entente est une mythologie sur le fond. Et puis vous avez l'autre mythologie, dans l'autre sens, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire lacrymale, c'est le malheur absolu, c'était un âge noir, il fallait partir d'urgence, on était menacé d'une véritable extermination. Là aussi, c'est pousser le bouchon un peu loin que de décrire une situation qui n'avait pas grand-chose à voir avec une situation exterminationniste à l'européenne de type années 30. Autre mythe aussi, le mouvement sioniste aurait déraciné les Juifs d'Orient. Alors effectivement, c'est ce qui traîne aujourd'hui dans un grand nombre de rédactions, à savoir que ce sont les agents d'État d'Israël qui seraient venus en 1945 au Maghreb
ou en Irak, au Yémen ou ailleurs, et qui auraient déraciné des communautés qui, sur le fond, n'avaient pas réellement l'intention de partir, mais qui ont été d'une certaine façon endoctrinées et mises dans des camions en direction Casablanca ou Tunis ou via Bagdad, via l'aéroport jusqu'à Chypre, à Tel Aviv, pour se retrouver dans l'État d'Israël. Ça aussi, c'est une vision simpliste, parce que si effectivement il y a des agents israéliens, au Maroc, il y en a eu très certainement, ailleurs aussi. Ils ont encadré le départ, mais penser que 400 agents israéliens, ils étaient 400 au Maroc, suffisent à eux seuls à déraciner une communauté de plus de 100 000 personnes au départ, après ils vont être encore plus nombreux à partir, qui ne voudraient pas partir. Alors, à la barre des autorités françaises, le protectorat est encore là jusqu'en 1956, et à la barre des autorités du sultan du Maroc, le futur Mohamed V, non, c'est une vue de l'esprit, évidemment que non, ils n'auraient pas pu. C'est que ces communautés voulaient partir à un moment donné, et qu'elles ont été encadrées dans la LIA par les agents du Mossad, ça c'est indéniable. Autre mythe, les Juifs ne seraient partis de ces pays qu'après 1945. Or c'est faux. Moi c'est une surprise dans le travail d'archives, c'est qu'en fait, les terres arabes, depuis la fin du XIXe siècle, sont des terres de départ pour tous les pays dont je parle, c'est-à-dire l'ensemble du monde arabe, sauf l'Égypte. En Égypte, c'est l'inverse, l'Égypte est une terre d'accueil. L'Égypte accueille des Juifs de l'ensemble du monde arabe et même du monde ashkénaze depuis la fin du XIXe siècle, pour des raisons X, je n'ai pas le temps de tout développer, bien sûr. En revanche, du Maroc à l'Irak, il y a pas des migrations en masse, bien sûr, mais des filets de départ constants depuis la fin du XIXe, au point que ce sont des Juifs marocains qui vont créer les premières communautés juives du Venezuela, Caracas, les premières communautés juives du Brésil, entre autres, pas seulement des Marades, mais aussi des Juifs du Maroc, Sao Paulo, Rio, etc. Ce sont aussi des Juifs d'Irak qui vont créer, qui vont fortifier les communautés d'Inde, à Bombay en particulier, les communautés, des familles d'industriels, la famille Kadoorie par exemple, très connue, qui va essaimer en Inde et de la même en Chine, et qui va fortifier ces communautés de l'Extrême-Orient. Bon. Donc le départ seulement après 1945, c'est faux, ce sont des terres de départ, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ni le sionisme pour cause, ni même la persécution ouverte. Des raisons qui ont aussi largement à voir avec l'absence de débouchés économiques et la recherche d'un avenir meilleur. Et puis enfin, un dernier point, sur les mythes. Bien, quand j'ai commencé ce travail, je parlais bien sûr des Juifs arabes, et puis finalement, arrivé à la fin du travail, donc au moment où on trouve un titre, ce n'était pas Juifs arabes dont j'ai parlé dans le titre, mais Juifs en pays arabes. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de Juifs arabes. Ou plutôt, que ces Juifs se considéraient comme des Juifs arabes, mais que pour qu'il y ait mariage, il faut être deux. Et donc, pour qu'il y ait des Juifs arabes, il aurait fallu que les Arabes les acceptent comme arabes. Or, à un moment donné, l'évolution du nationalisme arabe les a exclus comme Juifs. Elle ne leur a pas fait de place en tant que Juifs arabes. Et comme le disait Mémy, dans un texte que je cite de mémoire, des Juifs arabes, disait-il, nous aurions bien voulu l'être, ça n'est pas de notre faute à nous si le nationalisme arabe n'a pas voulu de nous. En fait, ils ont été exclus de la nation arabe à partir des années 30 par l'évolution d'un nationalisme qui n'était pas exclusif au départ et qui est devenu de plus en plus fermé et exclusif, comme d'ailleurs tout jeune nationalisme, c'est pas propre au monde arabe, et qui finalement a exclu ces juifs qui étaient de culture arabe, profondément de culture arabe et de langue arabe, pour leur faire comprendre qu'ils ne feraient jamais partie véritablement de la nation arabe indépendante demain. Même si on pouvait leur faire des sourires, leur promettre des postes ministériels, la suite de l'indépendance, par exemple, algérienne, pas algérienne, pardon, marocaine et tunisienne, ou irakienne encore plus, ou syrienne encore plus, va montrer qu'ils n'auront aucune part au développement de ces pays. On leur fera comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils n'ont plus, la Libye c'est encore pire, qu'ils n'ont plus qu'une porte à prendre, c'est la porte de sortie. Donc, juifs de culture arabe, oui, de convivialité judéo-arabe, oui, je dirais presque parfois même pas de symbiose, n'allons pas jusqu'à symbiose, mais en tous les cas de grande proximité culturelle judéo-arabe, oui, sur le plan de la langue, ce sont des juifs de langue arabe. Et au Cheder, à l'école pour les tout-petits, les enfants, les garçons de 4 ans, 5 ans, etc., quand on apprend des rudiments de Torah aux garçons, on leur apprend en langue arabe. En Pologne, dans les années 1930, les rudiments de Torah au shtetl, on les apprend en yiddish, on ne les apprend pas en polonais. Donc ici, on est en présence d'un monde très proche du monde arabe, par les coutumes, par la musique, par la cuisine, par la langue. Fondamentalement, la langue est la même à peu de choses près. Et même sur le plan religieux, il y a des passerelles. Il y a un certain nombre de saints rabbinim
juifs du Maghreb qui sont honorés par les musulmans. Et il y a un certain nombre de marabouts musulmans, en moindre nombre c'est vrai, mais tout de même ça existe, qui sont honorés par les juifs. Et il y a, même si c'est très ambivalent, parce qu'on peut trouver ceci et le contraire dans les archives, il y a parfois du côté de la foi populaire musulmane un certain respect pour le culte juif, pour les saints juifs, pour la Torah, parce qu'on l'estime quasi thaumaturge. Un exemple entre mille, parce que c'est très émouvant dans les archives concernant l'Irak à l'Alliance à Paris, je tombe sur cette anecdote racontée par un maître de l'Alliance vers 1890 à Bagdad. Chaque samedi matin, il se rend à l'office, à la synagogue, pour l'office du Shabbat. C'est obligatoire pour l'Alliance. Les directeurs d'école, comme les maîtres, doivent aller le Shabbat à la synagogue, qu'ils soient croyants ou pas. Il va et il constate ce phénomène assez étonnant. Tous les samedis matins, des femmes musulmanes entrent dans la cour de la synagogue, mais pas dans le bâtiment lui-même. Elles entrent dans la cour avec un bébé qui visiblement est mal en point, qui est emmailloté, comme on emmaillotait beaucoup les bébés à l'époque. Et quand la Torah sort et qu'elle est promenée dans l'assistance, le bras en bas, etc., évidemment les femmes n'y ont pas accès, elles sont à l'extérieur, et elles montrent simplement leur bébé vers la Torah. Le bébé est malade, on l'a compris. Elles montrent leur bébé parce qu'elles estiment que la Torah juive a un effet guérisseur, un effet thaumaturgique. On n'imagine pas ça dans le monde chrétien à la même époque. Ça tombe sous le sens. Dans le monde chrétien à la même époque, dans les milieux profondément catholiques, je ne parle pas des milieux laïcs, mais dans les milieux profondément catholiques d'une Europe archaïque comme la Pologne, on a affaire à un anti-judaïsme et un antisémitisme diabolisant, qui considère que le juif, c'est le diable. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas en présence du tout du même monde, de la même vision culturelle. Bon. Alors, je vais à l'essentiel, bien sûr. Vous comprenez qu'il faut de temps, je ne peux pas résumer 900 pages. Donc, après, au fur et à mesure que ce travail a avancé dans différents fonds d'archives, dont évidemment les archives de l'Alliance, qui sont un trésor à Paris, qu'une vie d'homme ne suffirait pas à exploiter. Il faut nommer une équipe, plusieurs équipes. Mais les archives diplomatiques aussi sont très importantes, à Nantes et Aix-en-Provence. À Nantes, les archives diplomatiques du protectorat, mais aussi d'autres pays arabes, des pays arabes comme l'Irak. Je suis tombé à Nantes par hasard, parce que je cherchais le Maroc et la Tunisie, et je suis tombé sur l'Irak aussi. Sur des rapports fascinants sur l'Irak des années 50, 60, 70, donc au moment de l'affaire des pendus de Bagdad, vous vous souvenez de cette affaire en 69, des rapports diplomatiques français étonnants. Bon, bref, les archives sionistes en Israël, qui sont très importantes sur la naissance du mouvement sioniste dans les pays arabes à partir des années 1900, et sur la façon dont les populations arabes voyaient les communautés juives. Donc on a des rapports diplomatiques, des rapports de l'agent juif, des rapports d'émissaires juifs, d'émissaires non juifs. Enfin, il y a plusieurs sources, si vous voulez, dans les archives. On ne trouve pas seulement... C'est comme des archives de l'Alliance, on ne trouve pas que des archives écrites par des juifs. On trouve des médecins français, des diplomates français, des voyageurs français, ou italiens en Libye, ou anglais en Égypte et en Irak. Donc, quand vous croisez toutes ces sources, juives et non juives, diplomatiques, communautaires, médicales, ou simplement touristiques, de simples voyageurs, ou des militaires qui sont envoyés en mission, je pense à Charles de Foucault, envoyé au Maroc en mission secrète en 1883, quand vous croisez toutes ces sources, eh bien vous commencez à avoir une vision d'ensemble à peu près crédible. Évidemment, si vous ne vous contentez que d'une seule source, la source juive, là, c'est très risqué, vous avez un point de vue biaisé. Bon, donc, au fur et à mesure que le travail a avancé, les points sur lesquels, les points qui m'ont le plus marqué, sans prétendre résumer le livre, sont les suivants. Ce qui est frappant, c'est que quand je suis parti de la question suivante, pourquoi ont-ils quitté le monde arabe, je pensais commencer le livre vers 1945. Parce que c'est en gros à partir de là que le débat commence en masse, c'est vrai. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, je suis remonté dans le temps. Et je me disais, mais non, il faut remonter avant la Seconde Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, avant la première, oui, mais avant, jusqu'où? Et finalement, en gros, le point tournant, c'est 1850-1860. 1850-1860, on a affaire à une dégradation de la condition juive en terre arabe qui est très nette, et une dégradation qui est liée probablement à la poussée européenne sur le plan consulaire et économique, où là le monde arabe se sent agressé, et plus il se sent agressé, plus il se ferme. Plus il se ferme, plus il agresse sa communauté juive, qui est la communauté minoritaire par excellence au Maghreb. Au Maghreb, il n'y a pas de chrétiens. Je laisse de côté les chrétiens d'Algérie, c'est une autre affaire. Il n'y a pas de chrétiens au Maghreb avant le XVIIIe siècle. N'oubliez pas, en particulier au Maroc, la conquête almohade. Bon. Donc la poussée économique européenne, la poussée consulaire et diplomatique, est perçue par le monde arabe, à juste titre d'ailleurs, comme une agression. La colonisation arrive sur ses entrefaites, l'Algérie en 1830, la Tunisie en 81, le Maroc en 12, la Libye en 11,
l'Égypte en 82, etc., etc. Bon. Et là, la colonisation, bien évidemment, est une agression pour le monde arabe. Et là, encore, les communautés juives vont en payer le prix lourd. D'abord parce que, par ressentiment, ces sociétés arabes qui se sentent agressées, diminuées, minorées, vont s'en prendre à leur communauté minoritaire, mais elles vont s'en prendre d'autant plus aux juifs que les juifs, dans leur majorité, ont accueilli les colonisateurs en libérateurs. Ça, c'est très important. Les témoignages abondent là-dessus, à quelques exceptions près, partout, en Libye, en Irak avec les Anglais, au Maroc avec les Français, en Tunisie, en Algérie, à plusieurs reprises, et les Juifs l'ont payé cher entre 1830 et 1840, au moment de la conquête française, les Juifs accueillent les colonisateurs européens comme des libérateurs. Ça pose immédiatement un problème, et c'était très étonnant d'ailleurs que ça n'interroge pas plus un certain nombre d'intellectuels qui s'intéressent à ces questions. Comment des indigènes, car les Juifs sont des indigènes, comme les arabo-musulmans, et même à la limite, si on veut jouer au petit jeu d'antériorité, plus indigènes qu'eux encore. Ils sont là depuis plus longtemps, même, pour certains d'entre eux. Comment des indigènes peuvent-ils accueillir des envahisseurs en libérateurs? Ce sont des envahisseurs, les Français, les Italiens et les autres. Or, ils les accueillent en libérateurs. Les témoignages sont innombrables. Alors, ils ne viennent pas que des Français, ce serait biaisé. Ils viennent de toutes les sources, possibles et imaginables. Bon. Donc, ça, c'est une question fondamentale. S'ils les accueillent en libérateurs, c'est qu'il y a probablement une raison derrière, c'est de savoir qu'ils se sentent libérés d'une oppression. Et quand je dis qu'il y a dégradation de la condition juive, il y a dégradation de la condition juive aussi, parce que depuis longtemps, la condition juive est marquée par le statut de dhimmi, mais ce statut de dhimmi qui a fait couler beaucoup d'encre, il est très ambivalent. Le statut de dhimmi, c'est un statut qui remonte au 1er siècle de l'islam, c'est le pacte d'Omar, que le texte soit authentique ou pas, peu importe, c'est un statut qui a été appliqué plus ou moins durement selon les époques, plus ou moins durement selon les régions. En gros, ce statut d'Omar dit à peu près, le pacte d'Omar dit à peu près ceci: les religions du livre, chrétiens et juifs, ont le droit d'être protégés en terre d'islam et de pratiquer leur religion, à la condition de respecter un certain nombre de commandements et de payer 2 impôts supplémentaires par rapport aux musulmans. L'impôt foncier et la capitation, l'impôt par tête. Très bien. Et de respecter un certain nombre de commandements qui varient selon les époques. Parfois, c'est appliqué très durement, comme en pays chiite, par exemple, en Irak, en futur Irak et l'Iran, qu'on appelait la Perse jadis. Parfois, c'est appliqué beaucoup plus modérément selon les époques. Par exemple, dans l'Empire ottoman du 15e, 16e siècle, c'est appliqué avec une certaine ambivalence, une certaine douceur, en tous les cas plus doucement qu'ailleurs. En revanche, au Maroc, c'est appliqué durement toujours, ou pratiquement toujours. Au Yémen, c'est appliqué violemment. Donc, il y a dans la condition de dhimmi quelque chose d'ambivalent. Pourquoi? Parce qu'on vous dira tout de suite, c'est une condition de protection. Et c'est ambivalent pour 2 raisons. Parce que quand les musulmans arrivent, la conquête arabo-musulmane arrive sur les terres de l'Empire byzantin au Proche-Orient, l'arrivée des arabo-musulmans est pour les juifs une libération. Le statut de dhimmi est une libération, car la loi musulmane leur fait une condition infiniment plus souple et douce que la loi grecque byzantine. C'est une libération, le statut de dhimmi. On l'a oublié parce qu'ensuite c'est devenu un statut d'oppression. Ensuite, à partir du moment où c'est un statut de protection qui va évoluer dans le temps, et qui fait qu'à un âge plus ou moins tolérant de l'islam, des premiers siècles de l'islam, va succéder à un âge de plus en plus dur, fermé, intolérant, et là aussi ça mérite une explication, eh bien le statut de dhimmi va se durcir, et ce statut de protection va devenir un statut de domination. Mais l'idée même d'ailleurs d'un statut de protection induit l'idée d'infériorité. Si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal. Ça va de soi. Mais dans ces sociétés où la tolérance n'existe pas comme norme culturelle, c'est tout à fait facile de le comprendre. Donc on ne peut pas s'étonner ou s'indigner qu'il y ait à ce moment-là un statut de protection, tout simplement parce que ces sociétés ne connaissent pas la tolérance, donc pas d'anachronisme dans l'indignation. Donc le statut de dhimmi, à la période qui m'occupe moi, c'est-à-dire à partir du milieu du 19e siècle, c'est un statut qui s'est durci, indéniablement, et qui est marqué par la présence constante de la peur, une peur qui est présente dans tous les rapports d'archives du Maroc à l'Irak, jusqu'à l'Iran, qui ne fait pas partie de mon sujet parce que c'est le monde non arabe, mais j'étais obligé d'aller voir les archives d'Iran, tout simplement parce que c'est le monde chiite, et que si on veut comprendre l'Irak chiite, l'Irak est en partie chiite, vous le savez, il faut aller voir ce qu'est le chiisme du côté iranien. Et c'est édifiant. Et également ce qu'est le chiite du côté yéménite. Vous savez qu'au Yémen, il y a également de fortes communautés chiites. Or, il se trouve que le sort le plus dur des communautés juives au XIXe siècle, c'est le sort du Yémen, de l'Iran, de la Perse, on disait la Perse à l'époque, et du Maroc. Et à cela, il y a 2 raisons.
Un, c'est l'islam chiite, mais ce n'est pas vrai pour le Maroc, il est sunnite. Donc il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que ces trois pays ont un point commun, ils n'ont quasiment jamais été colonisés par les Turcs. La présence ottomane est inexistante, sauf le Yémen. Au Yémen, les Turcs ont tenté de prendre pied en 1872, ils ont été repoussés dans les plaines, le Yémen est un pays très montagneux, vous savez. Les Yéménites, les Arabes yéménites ont maintenu globalement l'emprise sur le pays le plus riche, yéménite, les oasis très fertiles, c'est plutôt en montagne, et ils ont constamment contenu l'invasion turque, et en 1908, ils les ont carrément mis dehors, et en 1918, définitivement, avec la défaite de l'Empire ottoman dans la guerre. Donc, je constatais simplement que l'influence ottomane ou plutôt la présence ottomane avait une influence adoucissante sur le monde arabo-musulman et sur la condition juive. Donc le premier point, c'est l'aggravation de la condition juive au milieu du XIXe siècle, incontestablement liée au colonialisme, ça c'est vrai, incontestablement liée aussi au conflit judéo-arabo-palestinien, parce que c'est après 1929 et pas avant que la rue arabe, comme on dit, c'est-à-dire la rue analphabète, et qui quand même entend parler des choses, même si elle ne lit pas, elle entend parler de ce qui se passe, et bien que la rue arabe et la rue juive du Mellah sont très sensibles à ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire qu'à partir de 1929 et le pogrom de Hebron, de Jérusalem et autres, vous savez ce qui s'est passé en 1929, à partir de ce moment-là, la cause de la Palestine ou d'Eretz Israël va devenir une cause sacrée et pour les Arabes et pour les Juifs, dans l'ensemble du monde arabe. Là-dessus, les rapports consulaires italiens, anglais et français le disent tous. Les communautés, dès que des incidents éclatent là-bas, les communautés sont à cran. Elles sont dressées l'une face à l'autre, elles se regardent en chaîne faïence. Bref, rien peut déclencher l'incident. Premier point. Voilà le premier point. Deuxième point clé, plus je me posais la question de savoir pourquoi ils étaient partis, plus je remontais dans le temps, et plus je commençais à comprendre un peu mieux ce qui avait pu se passer, à savoir que le facteur clé du départ n'était pas le sionisme, ni le conflit israélo-arabe, même si ça avait joué un rôle, c'était, d'un mot un peu vague, la modernité. Et par modernité, je veux dire essentiellement le processus d'occidentalisation, d'émancipation, de scolarisation, qui a commencé au milieu du XIXe siècle, d'abord par les écoles européennes, écoles religieuses, chrétiennes, protestantes, catholiques, peu importe, où les enfants des couches privilégiées juives, je dirais une petite couche privilégiée, les parents, envoyaient leurs enfants, et puis très vite, à partir de 1860, c'est l'école de l'Alliance. C'est le réseau de l'Alliance, considérable. Je n'ai pas le temps de développer sur le réseau de l'Alliance, parce qu'il faudrait 1 heure pour développer cette histoire extraordinaire qu'est l'Alliance. Mais si je vous dis, pour vous résumer, qu'en 1862, l'Alliance ouvre sa première école à Tétouan, au Maroc, en 1964, sa deuxième école à Bagdad, et qu'en 1914, l'Alliance a ouvert 185 écoles dans le bassin méditerranéen, et même jusqu'en Iran, on est loin de la Méditerranée, là, jusqu'en Irak, et 185 écoles qui, cette rentrée d'octobre 1914, scolarisent 45 000 enfants. 45 000 enfants, juifs à 95%. Le reste sont des chrétiens et des musulmans. L'Alliance va jouer un rôle fondamental dans la formation des élites juives, dans le processus de modernisation des communautés juives, dans le processus aussi d'acculturation des communautés juives. On a dit que l'Alliance avait séparé les juifs de leur environnement traditionnel. Et c'est vrai, mais c'est banal, je veux dire, c'est la modernité qui, de toute façon, les aurait séparés d'un environnement traditionnel qui était en train de tomber en lambeaux, comme l'environnement traditionnel ashkénaze du shtetl tombait en lambeaux un peu avant en Europe orientale, et que le sionisme a été la réponse à cet effritement du monde traditionnel ashkénaze. Bon. Donc, je me confinerai dans cette nostalgie un peu bébête du monde traditionnel judéo-arabo-maghrébin que l'Alliance aurait déraciné. Non, l'Alliance n'a rien déraciné du tout. Elle a créé des éléments d'acculturation, c'est vrai, mais c'est vrai de toute culture. La colonisation aussi a acculturé les Maghrébins, qui se sont mis à parler français pour les intellectuels, et qui se sont mis à se trouver finalement assis entre deux chaises, entre la culture française et la culture tunisienne, par exemple, la culture marocaine et la culture française. C'est banal, ça, le processus d'acculturation. Donc, la modernisation, la modernité, l'occidentalisation lente, sur 3-4 générations, par le biais de l'école surtout, fait que les Juifs du Maghreb et du monde arabe en général, par l'apport des Lumières, l'apport des valeurs, par exemple de la France révolutionnaire ou de l'Europe des Lumières, ces Juifs se sont émancipés dans les têtes avant d'être émancipés dans la loi. Ils se sont émancipés dans les têtes au sens où ils ont, par le biais de l'école, par le biais d'une promotion sociale induite par l'école, ils sont devenus, au lieu d'être ferblantiers ou bourreliers comme leur papa, ils sont devenus employés de commerce.
Ils sont devenus employés de banque, parce qu'ils déjà, ils ne travaillaient plus de leurs mains. Et ils ne vivaient plus tout à fait au jour le jour. Ils avaient presque un salaire fixe par semaine. À l'époque, on payait à la semaine. C'est-à-dire qu'on ne vivait plus, on ne crevait pas de faim au jour le jour, comme le père de Mémie dans son échoppe de bourrelier, qui ne savait pas si le lendemain, il y aurait de quoi acheter à manger encore pour ses enfants. Donc, en un mot, on sort d'une précarité totale. On sort progressivement par l'hygiène aussi d'une misère totale, la misère ophtalmique, par exemple. Regardez le nombre d'ophtalmies au Maroc, en Tunisie, le trachome, les ravages de la tuberculose, le ravage de l'Athènes, on parlait des 3T, les fameux 3T. On peut même ajouter un quatrième d'ailleurs, il y avait le typhus parfois. Bon, bref, passons. La misère absolue, bref, l'école a produit une modernisation lente, mais aussi dans les mentalités, qui a profondément bouleversé les rapports judéo-arabes. Je veux dire en 2 mots, ça c'est central, que dans la conscience arabe traditionnelle, plus la colonisation européenne est forte et fait peser son poids sur elle, plus le monde arabe se crispe dans une position d'agressé, et il est agressé, c'est vrai, et plus il a tendance à être en une position défensive et de plus en plus violente à l'endroit de ces minorités comme à l'endroit des Français. Sauf qu'à l'endroit des Français, des Italiens, des Anglais, c'est difficile à atteindre, les Juifs sont plus faciles à atteindre, ils sont sans défense, pour la plupart d'entre eux, absolument sans défense. Et en face de ce monde arabe, qui vit de plus en plus mal la présence de ces communautés qui ont pactisé avec le colonisateur, donc ils sont des traîtres à leurs yeux, ce monde juif se sent de plus en plus libre dans sa tête et dans sa peau, de plus en plus émancipé, se redresse, considère qu'il n'a pas à accepter les insultes traditionnelles du Khachak et autres Yehudi par-ci, Yehudi par-là. Bref, il se sent un juif émancipé, supportant mal et de plus en plus mal la domination traditionnelle. Le monde arabe traditionnel voit son attitude nouvelle comme de l'arrogance. Et ce qui m'a frappé dans les rapports d'archives, tous les rapports d'archives, y compris en anglais et en italien, c'est que le mot arrogance revenait partout. Partout, vers 1930, 40, 50, les rapports consulaires disaient « tel et tel chef arabe est venu nous voir aujourd'hui, dit le consul, et il considère que les Juifs ont beaucoup changé dans leur attitude, qu'ils ne sont plus ceux qu'ils ont connus il y a 20 ans, ils sont devenus arrogants. » Quand vous tombez 10 fois, 20 fois sur le mot arrogant, vous posez la question, c'est que le mot arrogant veut dire autre chose qu'arrogant. J'ai traduit en français moderne, arrogant égale en droit. Et tout. Arrogant, c'est égal. Le juif se prétend mon égal. Il ne respecte plus la dimitude. Il n'est plus le dhimmi d'hier. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans le divorce entre juifs et arabes qui va pousser au départ. Troisième question importante, ça a été la question du sionisme. Le sionisme, pour évidemment la plupart des gens, le sionisme, c'est Herzl, c'est le Chibat Zion, le Chovevet Zion, les Amants de Sion, c'est les Juifs russes, etc., etc. Bon, très bien, c'est vrai. On oublie que le sionisme, et là les archives sionistes à Jérusalem sont riches là-dessus, le sionisme c'est aussi le sionisme du monde arabe. Les sections sionistes naissent immédiatement au Maroc, en Tunisie, en Irak, au Yémen non, le Yémen était un royaume totalement fermé, d'ailleurs il n'y a jamais eu d'école de l'Alliance au Yémen, parce que le souverain yéménite a refusé. En revanche, c'est acceptation partout. Les souverains arabes, comme le souverain persan, ont très bien compris qu'avec les écoles de l'Alliance, c'était aussi un ferment de modernité, de modernisme, qui allait aussi œuvrer au développement du pays. Sur quoi ils ne sont pas trompés. Bon, sans évidemment prévoir tous les effets dialectiques de la modernisation. Bref, le sionisme, il naît à peu près partout au même moment entre 1900 et 1910, donc un peu après le monde ashkénaze. Certes, il n'a pas la force du monde ashkénaze, pour cause démographiquement, ça n'a pas le même poids, et intellectuellement, le monde arabo-judéo-arabe à l'époque n'a pas le poids intellectuel du monde ashkénaze, c'est évident. Mais enfin, il y a des sections sionistes partout. Donc, la question très vite qui se pose, c'est comment ce sionisme va se bâtir par rapport au judaïsme traditionnel des rabbins? Va-t-il se bâtir en opposition aux rabbins comme en Europe orientale, ou dans la filiation de l'enseignement rabbinique? Eh bien, la grande surprise de mon travail, c'est dans la filiation. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Même si les rabbins, souvent, ne cautionnent pas, dans le fond, ils sont solidaires. Ils sont solidaires, et quand, par exemple, les sionistes d'Irak sont pourchassés par la police en 47, 46, 47, 48, le monde rabbinique irakien va les protéger partout où ils le pourront, au risque de leur vie, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de rupture. Le sionisme du monde arabe se fait dans la continuité du judaïsme traditionnel, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'émancipation. C'est l'émancipation qui a entraîné la rupture entre judaïsme traditionnel et sionisme en Europe. L'absence d'émancipation dans le monde judéo-arabe, Algérie mis à part, décret Crémieux, c'est une histoire atypique, l'Algérie, l'absence d'émancipation fait que le sionisme ne pouvait que s'inscrire dans les pas du judaïsme traditionnel. Et c'est ce qui s'est passé.
Reste ensuite à comprendre, mais c'est encore un autre aspect du sujet, qui a adhéré au sionisme dans ces communautés arabes, dans ces communautés juives arabes, pardon. Qui a adhéré au sionisme? Pas n'importe qui. Dans quelle classe sociale, essentiellement? Et là, on s'aperçoit que, comme en Europe orientale, le sionisme va avoir affaire à deux ennemis en face, même si du côté rabbinique c'est moins violent, je l'ai dit, qu'en Europe. C'est les élites traditionnelles, l'oligarchie qui domine la communauté, c'est-à-dire la petite classe de riches qui domine la communauté depuis toujours, et l'oligarchie rabbinique. Mais qu'en revanche, le sionisme va être, pour ces enfants qui vont passer par l'Alliance, qui viennent souvent de la pauvreté, de la misère, du Mela, va devenir une sorte de promotion sociale comme l'école, qui va donner naissance à cet embryon de classe moyenne, qui va constituer les cadres du sionisme tunisien, marocain, irakien, etc. C'est là que vont se recruter essentiellement les musulmans. Autrement dit, tout se passe comme si le sionisme était à la revanche des classes moyennes naissantes contre les oligarchies traditionnelles du monde juif. Ce qu'on retrouve en Europe orientale au même moment. Et puis, quatrième point fondamental, que je ne pouvais pas ne pas aborder, forcément je suis tombé sur la question du nationalisme arabe à partir des années 10, 1910-1920. Un nationalisme arabe qui n'était pas forcément fermé au départ. Le Wafd égyptien, qui est le grand mouvement nationaliste arabe, enfin égyptien, pardon, dans les années 20, est un mouvement ouvert, dont l'un des fondateurs est un juif, Léon Castro, grand ami du musulman Saad Zaghloul. Ils sont restés amis toute leur vie. Le Wafd égyptien, c'est l'exception qui confirme cette règle, à savoir que, et d'ailleurs l'Égypte est l'exception dans le monde arabe, jusqu'à Nasser, jusqu'à la révolution de 52, le coup d'État de 52, l'Égypte est une exception. Globalement, le nationalisme arabe, Égypte exceptée jusqu'aux années 30, le nationalisme arabe est un nationalisme ethnique qui va progressivement se fermer comme les jeunes nationalismes et qui va, pour des raisons liées à l'ethnicisme, exclure sa minorité juive. Quand je dis un nationalisme ethnique, c'est un nationalisme qui va se définir sur l'ethnie, la biologie, la race, le sang, si vous préférez, autrement dit sur l'hérédité, et qui ne va pas se définir sur la notion de culture et de contrat, comme le sera le nationalisme français, la grande tradition girondine du nationalisme du XVIIIe et surtout du XIXe et du XXe siècle, à savoir qu'on peut devenir français si on adhère au pacte français de la nation française, de la culture et de la langue française. En revanche, le nationalisme arabe, comme le nationalisme allemand, nous dira très tôt qu'on ne peut pas devenir arabe, qu'on est arabe, du verbe naître, ou du verbe être, comme vous voudrez, qu'on ne le devient pas. Donc un juif qui est pourtant sur cette terre-là depuis très longtemps ne peut pas l'être, et que quand l'indépendance est au rendez-vous, et que le nationalisme arabe de l'Istiklal ici, ou du Baas, là, par exemple, au Proche-Orient, prendra le pouvoir, la minorité juive n'aura pas sa place dans les rangs de la nouvelle nation. Il y a donc, pour comprendre aussi cette fermeture du monde du nationalisme arabe sur un nationalisme ethnique, il y a aussi tous les ingrédients qu'on retrouve dans d'autres nationalismes européens. C'est la force du ressentiment, c'est le sentiment d'humiliation qui est très important dans le monde arabe et qui a joué contre les juifs, sentiment d'humiliation du colonialiste, sentiment d'humiliation de la promesse non tenue par les Alliés en 1918 d'un grand royaume arabe, sentiment d'humiliation de cette minorité juive, jadis des moins que rien, des opprimés, des diminués, sans mauvais jeu de mots, et qui deviennent tout d'un coup l'élite sociale du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Irak. L'Irak, la communauté juive d'Irak était la plus riche communauté juive du monde arabe, grands intellectuels, pour beaucoup d'entre eux en Irak c'est vrai, grands commerçants, grands négociants, le gros du commerce de Bagdad est tenu par des juifs par exemple. En Égypte, c'est la même chose. Donc des professions libérales pour quelques-uns d'entre eux, des intellectuels pour quelques-uns d'entre eux, des commerçants pour beaucoup d'entre eux, des banquiers. Bref, une élite, eux qui, il y a un siècle, étaient les méprisés des méprisés. Pour le monde arabe, diminué de l'époque et colonisé de l'époque, c'est un sentiment d'humiliation terrible à vivre. Donc il y a ce ressentiment, ce sentiment d'humiliation qui va se traduire en croyance au complot. Si forcément vous êtes dans une situation diminuée, c'est qu'il y a un complot contre vous. Et donc c'est le boulevard à l'idée du complot juif, relayé par les protocoles, qui, je le rappelle, les sages de Sion sont traduits en arabe en 1925, par un maronite du Liban, pas par un musulman, c'est intéressant à noter, et par Mein Kampf, qui appelle Hitler au pouvoir en 1933 et traduit en arabe en 1934. En 1934, et ce qui est un succès considérable parmi les élites arabes, évidemment par la masse du peuple qui est analphabète. Bon. Donc, sentiment d'humiliation, ressentiment, croyance au complot, jalousie sociale. Vous avez une élite juive qui monopolise des places, ne serait-ce que dans la fonction publique irakienne.
avec des petites classes moyennes arabes qui commencent à monter, qui vont à l'école, au lycée, au collège, au lycée, à l'université, et qui vont se trouver face à une élite juive qui a les places et qui vont tout faire pour la mettre dehors. Ça, c'est l'une des raisons profondes de l'exclusion. Bref, le nationalisme arabe est l'une des causes fondamentales du départ des juifs des pays arabes. Bon. C'est un nationalisme d'exclusion, et là, je ne parle même pas, même si c'est un chapitre de mon livre, de la collaboration très active du nationalisme arabe, à deux exceptions près, avec le nazisme. Alors quand je dis ça, vous pensez tous au Moufti. Mais le Moufti, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oublions le Moufti. Oublions le Moufti, parce que le Moufti, le cas est tellement énorme, le dossier est tellement lourd, avéré, prouvé, que ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est que le nationalisme arabe, à part Bourguiba en Tunisie et Messali en Algérie, le nationalisme arabe a regardé d'un œil favorable le nazisme et l'Axe, pour des raisons classiques. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est banal, c'est normal, c'est de bonne guerre, comme on dit. Mais pour des raisons aussi plus subtiles. Une raison idéologique, un même nationalisme d'exclusion qui fait que globalement, la rue arabe, le nationalisme arabe, de l'Istiklal marocain au Baas syro-irakien ou au Parti national syrien d'Odun Saadé, le nationalisme arabe a été profondément germanophile. Avant même Hitler, a fortiori avec Hitler. Alors là-dessus, malheureusement en français, il n'y a pas d'études, les études sont en anglais et en hébreu. Mais quand vous lisez les études en anglais là-dessus, elles sont études faites d'ailleurs par, moi je ne dis pas l'allemand, mais par des historiens allemands traduits en anglais, par ces historiens allemands aujourd'hui qui ont toutes les archives de la Wilhelmstrasse, eh bien ils affirment, preuve à l'appui, Götz Nordau en particulier, mais Klaus Malmann et Martin Kupers aussi, qui sont des historiens allemands, preuve à l'appui aujourd'hui, ils montrent les liens très étroits entre tous les nationalismes arabes entre 1930 et 1945 et le monde nazi, y compris dans la connaissance du génocide, et ça, évidemment, ça renvoie au Moufti. Bref, on pourrait citer ici énormément de textes d'inspiration nationaliste arabe, des textes du mouvement Jeune Égypte, d'Ahmad Hussein, les textes de 1939, quand vous les lisez, vous avez l'impression de lire le Stürmer de Streicher, du parti nazi, des textes du Parti national syrien d'Antoun Saadé, des textes du Baas. Eh bien, ces textes-là disent, et entre autres, je pense à l'un des cofondateurs du Baas, Sami Al-Joundi, cofondateur avec Michel Aflaq du Baas, qui dit dans ses mémoires avec beaucoup d'honnêteté, je n'ai pas le texte sous les yeux malheureusement, il dit « Oui, nous étions racistes, oui, nous étions nazis, nous regardions le nazisme avec admiration, nous avions lu avec délectation Mein Kampf, etc., etc., etc. » Et il ne cache pas son antisémitisme viril. Bon. Il est évident que dans ce contexte, l'émancipation juive dans les années 20, 30, 40, pour les raisons que j'ai dites, qui s'étale sur 3 générations et qui fait que cette émancipation se traduit par une occidentalisation que dans les communautés juives tunisiennes, par exemple, marocaines, algériennes a fortiori, vous allez passer des Shlomo, Reuven et Mardoché de 1880 au Roger, Maurice et Raymond des années 1930. L'évolution des prénoms est patente là-dessus, c'est très frappant. Bon, dans la même famille. Combien dans la même famille, une famille juive Marrakech en 1920, 3 générations, le grand-père est habillé de telle façon, le père d'une autre façon encore mi-occidentale et le fils complètement à l'occidental. C'est frappant dans le costume, c'est frappant dans le prénom, c'est frappant dans le respect par exemple du Shabbat ou de la cacheroute. Le respect du Shabbat est total du côté de la première génération des grands-parents. Du côté des petits-enfants, on respecte le Shabbat, mais si on peut fumer une cigarette en cachette, on fume une cigarette. Ou si on a une course à faire, on prendra même le train un samedi. Mais bon, il y a des entorses, si vous voulez. Inconcevable en 1880, concevable en 1930. Bon, cette émancipation juive, je n'ai pas le temps de développer, je dirais d'un mot, elle a insupporté la conscience arabe. J'insiste sur cette idée parce que là est le cœur du problème. Elle a insupporté la conscience arabe. Pourquoi? Et c'est sur cette explication-là qu'un certain nombre de gens, de bien-pensants, ont vu du racisme. Et j'y peux rien, mais il faut faire de l'anthropologie, de l'histoire culturelle, même si ça déplaît. Quand on fait de l'histoire, on n'est pas là pour se faire des amis ou vous plaire. On est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans l'économie psychique du monde arabe du début du XXe siècle, je dis bien du début du XXe siècle, pas de toujours, ça n'existe pas, l'abaissement de la condition juive était partie prenante de cette économie psychique-là. Le juif est traditionnellement un être soumis, un être dominé, un être de la peur, comme dit un texte célèbre que je cite souvent, un être inférieur. Un juif, dit un texte marocain de 1930, c'est un consul qui écrit ça, en rapportant l'opinion publique marocaine de l'époque. Un juif, je le cite exact en arabe, un juif c'est kifl ra.
Un juif, c'est comme une femme. Un juif dit, un arabe à son fils au Maroc en 1940-45, c'est un témoignage de Saïd Gala, pas publié un juif, c'est l'être de la peur. Un juif, c'est un peureux. Un juif, c'est celui qui ne range jamais les coups. Un juif, c'est celui qui baisse le dos, qui baisse la tête, qui baisse les yeux, qui baisse les yeux. Ça, c'est dans tous les rapports d'archives. Baisser les yeux. Un juif, c'est celui qui ne monte pas un cheval. C'est celui qui monte un âne seulement. Et qui ne monte pas un âne comme un homme, mais comme une femme, en Amazon. Un juif au Yémen, c'est celui qui n'a pas le droit, un homme juif, celui qui n'a pas le droit de porter le poignard yéménite recourbé, traditionnel chez les yéménites. Parce que c'est une femme. Un juif, c'est celui qui descend du trottoir. Un juif au Maroc, au milieu du 19e siècle, c'est celui qui marche à moitié pieds nus, en dehors du méla, parce qu'il doit, on va lui faire sentir sa condition humiliée pour que le talon touche le sol en permanence. Vous voyez les descriptions de Joseph Halévy en Marrakech en 1976. Vous voyez les descriptions de l'anti-juif. Charles de Foucault est sujet d'anti-juif, c'est parce qu'on ne peut pas le suspecter d'être philosémite, celui-là. Cet officier catholique, le futur grand mystique Charles de Foucault, est envoyé par l'armée française au Maroc en 83. À l'époque, il est militaire, il a à peine 24 ans. Il y reste une année. Il en rapporte une description du Maroc fabuleuse, 400 pages. Il n'est pas centré sur les Juifs, bien sûr, il est centré sur le Maroc, l'armée française ayant des vues sur le Maroc. Et lui, qui le dit clairement, il n'aime pas les Juifs. Un bon catholique français qu'il est de l'époque, c'est banal. Il se prend de pitié pour les Juifs. Il n'y a pas pire condition que la condition du Juif au Maroc. Ils sont traités comme des chiens, frappés, battus, insultés. J'y peux rien, ça. Quand ces témoignages-là, vous les multipliez, vous les confrontez à d'autres témoignages, d'autres sources, juives et non juives, anglaises, italiennes, allemandes, suisses, la délégation suisse dans ces pays-là, etc., qui tous disent la même chose entre 1850 et 1930, il faut bien se rendre à l'évidence, oui, cette réalité, elle est dure, elle est cruelle. Je ne dis pas qu'elle a toujours été celle-là, je dis qu'elle est celle-là à l'époque dont je parle. C'est tout. Donc oui, la condition juive en terre arabe à ce moment-là est une condition fondée sur la soumission. Et quand le juif, pour des raisons X que je viens de développer rapidement, ne supporte plus cette soumission-là, eh bien on va directement au conflit, on va au divorce. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il est clair que, je suis obligé d'arrêter, parce que le conflit en Palestine a un écho considérable, bien sûr, à partir de 1929. Déjà, dès 1917, avec la déclaration Balfour, chez les élites arabes et les élites juives. Bon, là, on est au courant. Mais enfin, le gros de la population arabe ne sait pas lire. À partir de 1929, en revanche, avec la première diffusion des postes de radio, qui sont dans les cafés, donc on écoute collectivement à la radio, c'est trop cher pour acheter soi-même un poste de radio, eh bien, quand on regarde la diffusion du poste de radio entre 1920 et 1950, en progression géométrique, eh bien, on constate que ces populations qui sont encore massivement analphabètes, par la radio, commencent à être informées. Eh bien, là, le conflit en Palestine a un écho considérable, à partir de 29, encore plus après 36, parce que, vous le savez, c'est la révolte palestinienne qui éclate, et là, les Juifs du Yémen, les Juifs d'Irak, surtout d'Irak et du Yémen, parce que ce sont des États arabes indépendants, où la protection européenne ne joue pas. Et là, les Juifs d'Irak et du Yémen sont les premiers à subir de plein fouet les événements de Palestine. C'est-à-dire qu'ils sont pris en otage. Et ils vont être pris en otage dès les années 30, progressivement étranglés économiquement, socialement, politiquement, soumis à de plus en plus d'agressions, un assassinat par-ci, des viols par-là, des enlèvements de filles ici ou là, très fréquents les enlèvements de femmes, très fréquents. Et ça sème la terreur dans les communautés juives. Parce que ces femmes, ces jeunes filles souvent, ces jeunes femmes, enlevées sont converties de force à l'islam, il est impossible de les retrouver ensuite. Et ces enlèvements de femmes, la justice abonde, les dossiers dans la justice abondent dans les années 1850, 70, 80, 90, et les communautés juives ne peuvent rien faire pour récupérer les filles, même quand elles sont prêtes à verser des rançons. Quand une fille est convertie à l'islam, c'est terminé. On n'arrive pas à les retrouver. Bref, ces communautés juives dans les années 30 sont de plus en plus apeurées, surtout dans les pays indépendants, je l'ai dit, Irak et Yémen. Et quand le processus d'indépendance des pays arabes s'achemine, et quand on commence à comprendre qu'on va vers l'indépendance dès les années 30 au Maroc, en Tunisie, et a fortiori dans les années 40 au Maroc, en Tunisie, en Syrie, etc. Et en Égypte, c'est déjà fait depuis 1922, mais là, la communauté jouit d'une position beaucoup plus enviable, plus facile. Là, réellement, c'est la peur qui domine. C'est la peur qui domine parce que les dirigeants communautaires juifs disent clairement dans leur rapport, je pense à un rapport du Liban en 1936 à Beyrouth, tant que le drapeau français est là à Beyrouth, nous sommes encore en sécurité. Aussi quand il est là à Damas, ce
sont à l'époque des mandats français à Damas et Beyrouth. Mais quand demain les Français partiront, parce que nous savons qu'ils partiront, dit le directeur de l'école de l'Alliance en 1936, que deviendrons-nous? La Palestine est si proche de nous. Il fait référence au conflit, bien sûr, et il a tout à fait raison. Et quand, en Libye, les Italiens sont chassés en 1945 et que les Anglais prennent sous mandat de l'ONU la mainmise sur la Libye, en sachant très bien, en le disant clairement, on va vers l'indépendance en Libye, mais il faut négocier avant, et ça sera négocié en 6 ans. Les Juifs libyens, c'est le sauf qui peut général. Ils n'ont pensé qu'à une chose, c'est non pas qu'allons-nous devenir dans la Libye indépendante, c'est quand allons-nous partir, quand aurons-nous un passeport pour partir et partir librement vers la Palestine. Ben, ils l'auront à partir de 1948-49, c'est-à-dire quand l'État d'Israël sera reconnu par les Anglais début 1949, à ce moment-là, ils accorderont les passeports, et là, ça sera la ruée vers les consulats, la ruée vers les passeports, sans attendre l'indépendance libyenne le 1er janvier 1952. Donc là, oui, la peur a joué à fond. Après 1945, j'en dis 2 mots, pour en parler si vous voulez, après 1945, toutes les communautés juives sont prises en otage à des degrés divers, bien sûr. Tant que le protectorat est là, ça se fait encore dans des limites raisonnables, pas encore un véritable climat de peur, malgré le pogrom de Toujda, de Djerada en 1948 au Maroc, malgré les émeutes de 1942, Casablanca, malgré les violences de pogrom à Sefrou au Maroc en 1944, malgré le pogrom de Gabès en Tunisie en 1941, et malgré surtout ce qui a terrorisé le monde juif, le grand pogrom de Bagdad en 1941, le Faroud de Bagdad, ça a terrorisé l'ensemble du monde juif. Un monde juif qui est d'autant plus terrorisé en 1945 que, 1, il sait ce qui s'est passé à Bagdad, le Faroud, que 2, il sait que la rue arabe a été favorable à l'Axe en permanence, que quand les soldats allemands sont entrés en Tunisie, fin 1942, ils ont été applaudis par la population arabe. Et on a des photos, on les a retrouvées récemment, ces photos mémoriales, elles ont été projetées. On voit des gamins tunisiens faire le salut nazi à l'arrivée des troupes allemandes, partout, dans toutes les rues de Tunis, c'est comme ça. Bref, et les juifs tunisiens, vous le savez, vont payer un prix lourd, et ça n'a duré que 6 mois en Tunisie. En un mot, on a des communautés juives qui ne sont pas du tout gays en 1945, parce qu'on dit en 1945, c'est la fin de la guerre, la fin du cauchemar, ça devrait être la joie partout, pas du tout. C'est un climat d'anxiété qui règne. On se dit, est-ce qu'on va vers l'indépendance? Si indépendance il y a, quelle sera notre place? Qu'est-ce qui s'est passé à Bagdad? Et puis surtout, dernier élément, l'extermination est un fantasme, un délire. Oui, mais les événements d'Europe ont montré que c'est pas un délire. L'extermination peut arriver, partout, puisque c'est arrivé en Europe. Alors, ce que ce soit justifié ou non, peu importe, ce qui m'intéresse moi, c'est que le climat de peur est là. Qu'elle soit fondée ou pas, c'est pas mon propos. Le problème, c'est que la peur, à un moment donné, fait partir. Elle fait bouger les communautés. Et elle fait bouger d'autant plus les communautés que les tremblements, bien évidemment, les tremblements sociaux, économiques, le refus d'accorder une licence, ici, une patente pour un commerçant, le refus, la difficulté d'obtenir un passeport, les menaces sur tel ou tel commerce, les menaces sur l'enlèvement des filles, l'agression pour telle ou telle raison, surtout quand le pays devient indépendant, la Tunisie ou le Maroc en 1956, la spoliation indirecte, l'encadrement policier obsessionnel. Bref, tout ça fait que les communautés juives vont effectivement partir, et ce départ s'accompagnera d'une spoliation gigantesque des biens, ne serait-ce que l'Irak, à lui seul, mériterait un chapitre, puisque la spoliation des biens d'Irak, c'est probablement le plus grand scandale en matière de spoliation économique de l'après-guerre pour les communautés juives du monde arabe. J'ai résumé ici le propos. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler de ce fameux 15e chapitre. Le 15e chapitre, il n'existe pas. Mais en fait, j'ai écrit. Non, mais il n'est pas publié puisqu'il est écrit après. Non, mais il existe. Maintenant, il existe. Parce que je me suis heurté à tellement de problèmes de pourquoi ne pas voir ce que l'on voit. J'aime beaucoup la formule de Peggy, que je la reprends constamment, que ça m'a obligé à écrire quand même. J'ai essayé de comprendre. Mais... Bon, et effectivement, je dirais quand même 2 mots. 2-3 mots, ça mérite un plus long développement. 1, on a affaire à une histoire polyphonique, c'est vrai. Les gens vous disent c'était une histoire heureuse, d'autres vous disent une histoire infernale. Et les gens vous disent, bah alors donc c'est une histoire contradictoire. Non, c'est une histoire complémentaire. Ne confondons pas contradictoire et complémentaire. Quand celui qui vous dit c'était heureux, celui qui vous dit c'était un enfer, quand ils vous le disent, y a-t-il un menteur? Aucun n'est menteur. Et quand celui qui vous dit le dimanche c'était heureux, j'avais des amis arabes, et le mercredi je me méfiais des arabes, il ment? Non, il ne ment jamais. L'un et l'autre sont vrais. Donc c'est une histoire complexe, et ce sont évidemment, hélas, le côté simpliste d'un grand nombre d'esprits, manichéen, qui voudrait que ce soit toujours ou blanc ou noir.
qui ne comprennent pas que les choses ne sont pas tranchées de façon aussi nette. C'est beaucoup plus ambivalent que ça. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on vous dira, mais vous vous êtes servi d'archives occidentales, mais encore faudrait-il que les archives arabes soient ouvertes. Mais elles ne sont pas ouvertes, les archives arabes. Les historiens arabes eux-mêmes ont beaucoup de mal. Et d'ailleurs, des historiens arabes qui travaillent sur la question, on en connaît, nous qui travaillons sur la question au milieu juif, que 5, 3 au Maroc et 2 en Tunisie. Et encore au Maroc, il y en a un qui est d'une malhonnêteté totale. En Tunisie, ce sont des gens honnêtes, impeccables, en particulier le recteur, l'ancien recteur de la faculté de la Manouba, à Tunis, qui a de gros problèmes pour travailler, d'ailleurs. On lui a fait beaucoup de difficultés. Mais même eux ont des difficultés d'accès aux archives contemporaines du monde arabe. On a l'ouverture des archives médiévales existe, moderne aussi. Les archives contemporaines, c'est beaucoup plus difficile. Bon, alors on dira, vous ne savez pas l'arabe, mais d'abord, il y a des historiens qui savent l'arabe, premièrement, et deuxièmement, dans les archives, il y a des documents de toute langue. Il n'y a pas que des documents en hébreu aux archives sionistes, par exemple, en Israël. Des documents en italien, en anglais, en fonction de Maghreb, c'est essentiellement en français d'ailleurs. Sur le Yémen, en revanche, tout est en hébreu. Bon, des exemples parmi d'autres. Donc les archives, encore faudrait-il que le monde arabe les ouvre et qu'il y ait une école historique arabe sur la question, parce qu'on nous dit souvent, mais dans le fond, vous n'êtes pas forcément les mieux placés pour parler de ça, il faudrait laisser la parole aux historiens arabes, mais qu'ils commencent. Et qu'ils y aillent, les historiens arabes. On attend que cela. Les historiens polonais qui travaillent sur le passé juif de leur pays, c'est très bien. Les historiens allemands travaillent sur le passé juif de l'Allemagne, c'est très bien. On attend que demain, grâce au printemps arabe, il y ait une école historique arabe sur le monde juif, sur ce passé juif. Bon. Je l'ai dit aussi, il y a des obstacles à la connaissance. Je sens qu'il y a des sceptiques dans l'assistance. Oui, je suis obligé de conclure, vous avez raison. Pas... Non. Un seul mot pour conclure. Non, je suis obligé, malheureusement, c'est une question de train. Oui. Un dernier mot, quand même. Parce que j'ai beaucoup parlé de bien-pensance tout à l'heure. Cette bien-pensance qui a fait l'accueil que vous savez au territoire perdu de la République, parce qu'on a été traité de fasciste et de raciste quand on a sorti ce livre. Ben, c'est la même chose avec ça. Et c'est cette bien-pensance-là qui met en avant cette objection étonnante. C'est de nous dire, vous êtes un juif algéro-marocain, vous, c'est vrai, c'est mon cas, vous êtes donc séfarade, oriental, je dirais, vous n'êtes pas forcément mieux placé pour écrire là-dessus. J'ai jamais entendu ce reproche pour les historiens espagnols de l'Espagne. Il y a une école espagnole extraordinaire. Les historiens italiens d'Italie ont fait ce reproche. Et puis, c'est comme si on disait à Hilberg, Poliakov, Friedlander, qui est survivant des Trois, vous n'êtes pas les mieux placés pour parler de la Shoah, vous avez vous-même souffert de la Shoah. C'est vrai qu'ils ont souffert tous les trois de la Shoah. Or, je considère que Friedlander, Poliakov et Hilberg sont les trois plus grands historiens de la Shoah. Il y en a d'autres aujourd'hui, il y a Browning et d'autres, peu importe. Mais ce sont des historiens remarquables, tous les trois, dans des domaines différents, tous les trois. En quoi le fait d'avoir subi la Shoah les a-t-il empêchés d'être de grands historiens? Je pense au dernier livre de Friedlander. Bon. Et puis, je pense enfin, et j'arrêterai là-dessus, aux grands historiens français que sont Patrick Cabanel et Philippe Joutard. Joutard et Cabanel sont de grands historiens du protestantisme, surtout Cabanel, qui vient de publier chez Fayard une énorme histoire des protestants en France, plus de 1000 pages. Cabanel est protestant lui-même, il est militant protestant, il est gardien de la mémoire cévenole. Il participe aux assemblées du désert du mois de septembre, à l'assemblée vous savez, des rassemblements du protestant des Cévennes. Est-ce qu'il est venu à l'idée de quelqu'un de lui reprocher, ou du moins d'objecter que son protestantisme pourrait nuire peut-être à la qualité de son travail d'historien? Donc la question qui se pose ici et qui est quand même gênante, c'est pourquoi faudrait-il qu'un juif paraisse toujours déjudaïsé pour pouvoir écrire l'histoire? Merci.